Pour la plupart des victimes de discrimination, l'injustice déstabilise et entraîne une perte de confiance en soi. On est touché par rapport à son travail, on se met en question, on se dit est-ce que c'est par rapport au travail que j'ai fait. J'ai eu une déception énorme, quoi. Une déception énorme. Il y a de la colère et il y a plusieurs émotions qui passent, quoi. Et c'est vrai que tout s'écroule en fait. Un changement de situation qui rejaillit sur toute la famille. De passer dans un moment où on achète une nouvelle maison, où on se dit ça va bien, on bosse tous les deux, et il y a un deuxième enfant qui arrive, il y a les modes de garde qui est prêt, et donc tout est bouclé. Et de passer d'un coup à finalement, en étant honnête, au départ, eh bien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de mode de garde. Tout de suite, c'est plus compliqué même financièrement. Quand on s'engage à prendre une maison, que les deux travaillent, c'est basé sur les deux salaires. Quand il n'y en a plus qu'un avec un chômage, forcément, il y a une perte de revenus, donc il faut faire attention tout le temps. On ne s'imagine pas qu'on peut être mis à l'écart parce qu'on est enceinte. Pourquoi c'est important de penser que ce qui nous arrive est une injustice? Parce que ça permet de ne pas se sentir responsabilisé et coupable de ce qui nous arrive. Chantal est discriminée en raison de son état de santé. Employée dans une entreprise de restauration, elle travaille normalement malgré sa séropositivité qu'elle cache à tout le monde. Mais au bout de 17 ans sans histoire, épuisée par son traitement, elle enchaîne plusieurs arrêts maladie. Convoquée par le médecin du travail de sa société, elle décide de l'informer de son état. Le jour même, sa vie bascule. Arrivé midi, je suis allée pour ouvrir des boîtes de conserve, puis vient le cuisinier, puis il me dit ne touche pas, surtout ne touche pas. Parce que comme tu es malade, tu vas nous contaminer. Puis vient notre cuisinier qui me bloque dans un coin et qui me dit dis-le, mais dis-le que tu l'as, dis-le. Je dis mais arrêtez, j'étais pas bien déjà. Puis arrivé midi et demi, on est tous passés à table. J'ai repris ma place habituelle. Ils ont tous sorti des verres en plastique, des assiettes en plastique, des couteaux, des fourchettes en plastique. Je me suis mis à table, mais j'avais compris le jeu. Quelqu'un a parlé, mais je ne sais pas qui. Et personne à côté de moi, personne n'a mangé à côté de moi, personne ne me parlait. Arrivé à la fin de l'heure, je suis allée voir le gérant, puis je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit vous ne me parlez pas. Vous le savez très bien ce qui vous arrive et ce que vous avez. Ils m'ont dit tu travailles plus dans la cuisine, tu vas dans le couloir et tu laves le couloir. Donc pendant quelques mois, je lavais le couloir. Donc c'était un long couloir. Pendant 3 heures, je brossais le couloir, je balançais de l'eau, je brossais le couloir. Voilà, et je raclais pendant 3 heures. Voilà mon travail, je vidais les poubelles. Chantal a été licenciée avec pour toute indemnité 2 000 € pour 17 ans d'ancienneté et le sentiment d'avoir été abandonnée par sa deuxième famille. On vous renvoie. On vous renvoie parce que vous êtes malade. Voilà, il n'y a plus de place pour vous. C'est dur, parce que quand je revois encore certaines personnes qui ont travaillé avec moi, ils me tournent le dos. Je ne peux même pas les approcher pour leur dire que est-ce que je vous ai contaminé au bout de tant d'années? Regardez-moi comme je suis bien encore. On mangeait tous ensemble, on partait tous ensemble en vacances. On était tous comme des frères et sœurs. C'était super, quoi. Et du jour au lendemain, tout le monde vous tourne le dos pour une bêtise. Au bout de 17 ans de boîte, on m'a jeté comme une vieille chaussette. J'aurais jamais cru recevoir une grosse claque comme ça. La discrimination, il faut la vivre pour savoir ce que c'est. C'est quelque chose qui fait mal. Ça pousse à la haine, ça pousse à la violence. On n'est pas compris ou peu compris par nos parents qui sont déjà encore là-bas et là. Et nous, on est là entre les petits Français, petits Arabes, petits Français, petits quoi. Et merde, je suis humain, laissez-moi vivre. Quand on se sent discriminé, tout de suite, la haine l'emporte. Ouais, tu as la haine après, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est humiliant parce qu'on m'a rejetée en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'être humain. Mais il y a de la colère, oui. Je suis même pas persuadée. Voilà, la personne peut se permettre de me jeter aux ordures comme si j'étais, un vulgaire objet. Je lui conviens pas, je suis pas jolie, elle peut me casser et me mettre à la poubelle. C'est violent quand même.
Je pense que le premier mot qui arrive, c'est injuste, c'est dégueulasse. Et ensuite, on arrive à... Quand on a passé le coup de colère, le coup d'émotion, on arrive à rationaliser en disant c'est de la discrimination. C'est du délit de sale gueule. Discriminer, c'est exactement dire votre groupe n'existe pas. Parce que vous êtes une minorité ethnique, parce que vous avez une pratique sexuelle qui n'est pas dans les normes, parce que vous avez une corpulence, parce que vous avez un poids qui est supérieur à ce que la norme peut tolérer, surtout quand on connaît la dictature sur le corps actuel, et ben, effectivement, ça fait violence parce que c'est une dénégation de son identité. C'est une façon de dire, vous n'existez pas, vous n'êtes pas là. Et dire à quelqu'un qu'il n'existe pas, alors même qu'il mise sur cette société pour exister, c'est une violence incroyable parce que c'est vraiment l'exclure, le marginaliser et vraiment aller très profondément dans la dénégation de son identité. Je me remets en question, je me dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. J'étais entre des moments de révolte, très fort, en me disant mais c'est pas possible, des moments d'abattement, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Donc je connaissais des hauts et des bas. Des hauts où j'écrivais pour essayer de dire, pour essayer de m'expliquer, pour essayer de faire comprendre que j'étais pas le coupable qu'on disait. Et puis des bas en me disant mais c'est pas possible, pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de me faire ça? Et pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on en arrive là? On lutte soit contre soi-même, ce qui est une façon aussi de se détériorer et d'aller vers des processus qui peuvent aller jusqu'au suicide. Hein. C'est-à-dire que, comme on peut lutter contre personne, la seule personne que j'ai sous la main, c'est moi-même. Donc je me détruis par la marginalisation, par toutes sortes de méthodes. Ou bien, je vais lutter contre une cible que je vais identifier comme étant une cible facilement agressable. Eh ben, tu te retranches sur toi-même et tu vas avec les gens qui sont comme toi. Parce qu'en fait, tu es comme une huître, tu es fermé. Tu veux pas tout, tu es ouvert avec le quartier, c'est tout. Le reste, paf, tu te fermes. Tu veux aller en ville, tu vas pas seul, tu vas avec un collègue. Et tu rentres au quartier, là, tu te dis, je suis arrivé au quartier en fait. Comme un soulagement. C'est vrai, j'allais en ville, je revenais, je me disais, je suis bien dans mon quartier, je me sens en sécurité finalement que dans mon quartier. Pour réparer cette injustice et faire valoir ses droits, Alexandra a décidé de porter plainte contre son employeur. Sa rencontre avec la correspondante locale de la Halde dans sa ville a été déterminante. Comme une centaine de correspondants répartis dans toute la France, elle accueille dans sa permanence les victimes de discrimination. Un parcours du combattant qu'Alexandra n'aurait jamais pu réussir seule. Asseyez-vous. Bien. Quand on est dans ces démarches, on ne sait pas si on va aller jusqu'au bout. On se dit, bon, déjà, on voit, on tâte le terrain. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que mon dossier, oui, on va me donner gain de cause, il y a bien discrimination. Donc ça m'a apporté beaucoup dans le sens où c'est vrai que tout a démarré. On a fait tout le dossier ensemble. Mais vraiment, hein, c'était vraiment important parce que je me suis pas retrouvée avec mon dossier à la maison. On l'a fait sur place, on a pris le temps. Et ça a été important parce que... À partir du moment où le dossier a été fait, je suis ressortie vraiment en disant que quelqu'un m'a écouté, quelqu'un était là. C'est un appui en fait pour dire oui, il faut y aller, il faut le faire et on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Alors que on béatifie la maternité. Maintenant, si une femme n'est plus mère, c'est quelque chose d'absolument dramatique. Et là, tout à coup... Elles sont enceintes et vous avez quelqu'un qui leur dit « Puisque tu es enceinte, tu ne vaux plus rien, je te mets dehors. » Attendez, c'est quoi? Est-ce que c'est bien d'être mère? D'un côté, mais de l'autre côté, on vous pénalise, non seulement on vous pénalise, mais on vous éjecte. Bon, comment vivre une contradiction pareille? C'est difficile de venir raconter des situations dans lesquelles on s'est retrouvé en infériorité. Oui, c'est ça, exactement. C'est qu'on se sent inférieur. C'est quand même pas... même là, témoigner... Pour eux, ce ne sont pas des situations où elles sont glorieuses, où elles se sentent fières d'elles, pas du tout. Donc, il faut aussi... Il faut vraiment de l'empathie, parce que sinon, on n'est pas là pour les juger, on est là pour les aider.